Alors là, je m'adresse peut-être plutôt du coup au management, la direction des entreprises. Allez à des conférences, allez à des forums, renseignez-vous, parce que finalement, vous êtes autant le moteur que les mêmes personnes qui peuvent bloquer l'implémentation. Il est surtout anglais. Il a commencé comme dessinateur en génie civil, puis technicien. En parallèle de ça, il s'est passionné pour la construction numérique et s'est impliqué dans l'encadrement de ses collègues. Il est désormais BIM Manager et en charge du VDC et de l'innovation chez Gruner Stucki. On a le plaisir d'accueillir Jack Riley. Welcome Jack et merci de participer à cette conversation avec nous. On en profite pour dire un grand merci à Gruner Stucki de nous accueillir dans leurs nouveaux locaux à Renan pour cet épisode du podcast. Si nos auditeurs souhaitent te contacter, ils peuvent le faire avec ton adresse mail jack-stephen.riley@gruner.ch ou te trouver sur LinkedIn. Salut Jack. Salut Miguel. Salut Sven. Alors, on te voit là, on voit que t'as pas trop de cernes parce que tu viens d'être papa, c'est bien ça? C'est juste un petit garçon, 2 mois. Ouais, bravo. Ouais, bravo. Merci. Sinon, une autre question aussi importante, c'est on doit dire Stucki ou Gruner? Ça, c'est déjà une question à ne pas poser, mais non, je rigole. Alors, on peut dire les deux. Donc, Gruner a racheté Stucki en 2016 et on a fusionné. Puis maintenant, ici, l'entité à Renan s'appelle Gruner Stucki. Ceci pour des raisons l'international, et dans l'environnement, le domaine d'énergie, on a relativement des clients qui connaissent le nom Stucki depuis des années, mais ne connaissent pas Gruner, qui sont plutôt du côté suisse-allemand, l'autre côté de la barrière du Rochtigraben. Donc voilà, pour l'instant, on s'appelle Gruner Stucki. Ok, très bien. Et c'est quoi le BIM pour toi? Alors, on a chacun notre définition, je dirais. Alors, qu'est-ce que le BIM pour moi? Je dirais c'est un ouvrage qui est digitalisé, implémenté de data, d'informations, et qui est fait avec une structure et une mise en place de process qu'on aurait dû probablement avoir auparavant, mais qu'on exploite maintenant avec l'arrivée de ces nouvelles technologies, de remettre un petit peu en place des choses qu'on aurait pu faire auparavant. Ok. On va revenir quelques années en arrière. Comment tu t'es intéressé au BIM au début et pourquoi ça t'a intéressé? Alors, comment je me suis intéressé? Premièrement, c'est venu de Sven en lui-même. On se connaissait dans le privé, puis il m'a fait découvrir un petit peu des technologies dont la modélisation 3D, la VR, etc. À un moment donné. Et puis ça m'a vraiment boosté dans mon intérêt là-dedans. Mais je dirais, c'est venu un petit peu par la force des choses. On a entendu sur Internet, on commence à en parler. Et notamment en 2016, il y a eu le projet de la gare de Lausanne qui a démarré. Et ça, c'était le premier projet BIM, en tout cas pour nous, Gruner Stucki à l'époque. Et là, on s'est, je dirais, quelques collègues et moi, on s'est formés sur les outils. Et puis, on s'est très rapidement rendu compte que ça avait beaucoup à voir avec autre chose que les outils en soi. Et puis, sur le projet de la gare de Lausanne, on était bien entouré par une équipe de France, de Paris, qui ont un petit peu commencé à mettre sur pied des processus. Et puis tout de suite, on a vu l'intérêt de cela. Et ça m'a mené vers le livre, le BIM Management Book de Marc Baldwin. Ouais, voilà. Et puis en lisant ce livre, je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était bien plus que juste de la modélisation. Et puis voilà. Ok. Ça a lancé mon intérêt pour tout ça. Ok. Et tu t'es formé comment? Tu as dit que tu t'es formé? Ouais. Donc, je dirais le début
a commencé au niveau logiciel, donc purement logiciel de modélisation. Ensuite, ça a suivi sur une formation de coordinateur. Ça, c'était par mes propres grilles sur Internet. La lecture du livre, qui d'ailleurs est vraiment bien faite. Et puis, ensuite, il y a eu énormément d'implications sur mon temps privé en suivant des sites, notamment Objectif BIM de Patrick Redo, qui m'a un peu lancé les débuts là-dedans, puis ensuite a mené vers d'autres sites. Ouais. Ça a été la base pour beaucoup de monde, je crois. Non, mais ouais, ça, c'était top, vraiment, pour démarrer. Et puis suivant ça, le CAS BIM à Fribourg également. Pendant le Covid, c'était... Vous étiez les collègues, les deux. Hein. Ouais, on a fait la même volée, les deux, ouais. À distance. Pour la plupart des cours. Et puis, avec le recul, si tu devais convaincre quelqu'un de s'intéresser au BIM, finalement, ce serait quoi les arguments que tu mettrais en avant maintenant avec l'expérience que tu as? Alors maintenant, disons fin 2022, c'est relativement simple. Tout simplement, le marché le demande. Il y a de plus en plus de clients qui l'imposent sur leurs projets. Après, ça dépend dans quelle discipline, je dirais, on exploite. Nous, on est beaucoup dans les projets infrastructures, notamment ferroviaires. Donc là, on a, je dirais, l'appui des CFF qui poussent en avant cela. Mais côté énergie, on a aussi tout ce qui est SwissGrid. Pareil, c'est un gros client qui sont en train de le pousser. En bâtiment, on voit que c'est un petit peu moins demandé. Mais je dirais, nous, on a vraiment l'appui de ces organisations un peu fédérales, si on veut bien, qui poussent cela en avant. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Première chose, le train est déjà plus qu'en route, comme on le sait depuis des années, et il ne faut pas le laisser passer. On a fait de la 2D pendant 40 ans presque, je crois, du CAO, quelque chose comme ça. Et puis, maintenant, le BIM est là, la digitalisation est là, les outils sont là, et il ne faut pas attendre à ce qu'on ait un premier projet, un premier contrat qui arrive pour se poser la question, est-ce qu'on s'y met, est-ce qu'on s'y met pas? Parce que ça sera trop tard, ça prend du temps. Il y a énormément de bénéfices qu'on peut en tirer du moment qu'on a le savoir-faire. Parce que, à l'inverse, ça peut aussi être relativement dangereux de se lancer sur un projet sans avoir l'expérience et finalement d'avoir fait les erreurs sur d'autres projets parce qu'on en apprend à chaque fois. Donc, je pense qu'il faut se lancer, il faut le faire, mais avec des petits pas à chaque fois. Faut se jeter dans le bas, quoi. Faut vraiment le faire. Clairement. Ouais. Clairement. Est-ce que dans ton bureau, il y avait d'autres personnes qui s'intéressaient au BIM? Oui, avec toi. Je dirais non. Il y a eu quelques personnes qui se sont intéressées, mais à des niveaux de degrés de maturité différents. Ouais. Mais on n'a jamais été plus que 4 ou 5 à vouloir le pousser en avant. Dans le passé, hein, je dis bien dans le passé. Ouais, bien sûr. Maintenant, c'est plus le cas. Hein. Mais dans les débuts, ouais, c'était ça. Et puis justement, comment tu as pu t'entourer, former une équipe et puis former des gens? Comment ça s'est passé un peu au niveau du déroulement de cette montée, on va dire, en puissance BIM pour toi puis ton équipe? Alors, à cette époque-là, j'avais le plaisir d'être responsable d'équipe des dessinateurs, qui sont maintenant pour la plupart des modeleurs. Donc, je veux dire, on était au front. C'était relativement assez facile. On était les premiers à devoir être un petit peu jetés dans ces formations et puis à devoir un petit peu répondre aux besoins des clients de l'époque. Ce qui était juste commencer de la modélisation, c'était pas plus que ça. Donc, ça a commencé par finalement amener quelques personnes à des formations, les monter en compétences sur quelques logiciels et puis en parler. On parlait dans l'équipe, donc on était une quinzaine à cette époque, en tant que dessinateur modeleur.
Et ça a commencé par là. Et on avait chaque semaine, on avait une session d'une demi-heure où on devait présenter quelque chose de nouveau. Mais c'était typiquement, on a commencé par les noms de logiciels. Qu'est-ce que AutoCAD fait déjà? Comment est-ce que c'est structuré? Revit y compris. Comment est-ce que, je sais pas, Nova par exemple, qu'est-ce que Nova peut faire? Qu'est-ce que Allplan peut faire? Puis c'était vraiment en fait, chaque semaine on avait une demi-heure de théorie dans un groupe de 20-30 personnes juste pour présenter les logiciels et est-ce que chaque logiciel peut ou ne pas faire. Et de là, après, ça a un peu lancé l'envie d'aller plus loin. On avait des clients et des projets qui le demandaient de plus en plus. Mais surtout, je dirais, il y avait des chefs de projet qui voulaient tester des choses. Et puis, on en a eu qui ne voulaient pas tester. Mais finalement, c'est le modeler qui a pris l'initiative. Parfois, c'était parce que je lui ai demandé qu'on le fasse d'une certaine manière pour montrer au chef de projet ce qu'on était capable de faire. Et là où on pouvait gagner du temps, ou tout simplement amener une meilleure compréhension de l'ouvrage au client. Donc c'est venu un petit peu de là. Et aujourd'hui, il y a toujours des chefs de projet qui ne veulent pas faire le pas, mais en forçant un petit peu et puis en montrant un petit peu ce qui est faisable, souvent ils acceptent par après coup, quoi. Okay. Donc, et pourquoi, tu sais pourquoi certains chefs de projet n'est pas encore passé ce pas en fait? Ton avis? Alors, je pense qu'on sait tous. C'est quelque chose de nouveau, donc déjà ça fait peur. Comme je disais avant, ça fait 40 ans qu'on travaille un petit peu d'une certaine méthode. Finalement, même avant le DO, il y avait le dessin à la main et les méthodes de travail étaient identiques, à peu de choses près. Donc là, il n'y avait pas eu d'évolution, contrairement à aujourd'hui. Et du coup, les gens, ils voient, ça fait 40 ans qu'ils font la même chose, ils voient que ça fonctionne bien. Pourquoi changer, d'une part? Et il y a une incertitude sur comment gérer ce changement. Qu'est-ce qu'on va en tirer à la fin? Et c'est vrai qu'on a beaucoup de projets qui peuvent être limités en budget et qui ne peuvent pas finalement encaisser le temps qui est nécessaire pour finalement partir en une semi-BIM, parce que bien sûr, si on n'a pas le contrat BIM, on ne va pas faire du full BIM. Donc, je veux dire, même faire quelques petits tests, en réalité, ça coûte de l'argent. Ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Donc, je dirais, il y a deux raisons. Je pense que c'est la peur et pas forcément avoir l'obligation de le faire en interne. Parce que c'est pas forcément poussé par au-dessus. Et comment on établit une stratégie BIM ou une feuille de route? Comment? Si on a de la chance, on peut être bien entouré. Ouais. C'est-à-dire avoir un représentant externe qui vient nous aider. Si c'est pas le cas, en s'y reprenant à plusieurs reprises, en se mordant un petit peu les dents. Non, mais comment est-ce qu'on fait une stratégie? Bon, là, on peut en parler pendant 1 heure. Là, vas-y, fais-nous juste quelques points. Alors, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Donc, il faut déjà connaître le marché et il faut connaître les demandes du client. Ensuite, une fois qu'on sait ce que le client ou nous-mêmes en interne on aimerait en tirer, il faut déjà, je pense, commencer par une analyse. Comment est structurée la société aujourd'hui? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Qu'est-ce qu'on a comme rôle en interne? De ce qu'on doit produire, qui aujourd'hui peut le faire? Déjà, essayer d'identifier un petit peu toutes ces choses-là. Et puis, bien sûr, quel budget est-ce qu'on a à disposition, etc. Dans quelle durée est-ce qu'on veut l'implémenter et jusqu'à quel degré? Et puis, une fois qu'on a tout ça, et que c'est clair, et qu'on a l'appui de la direction, parce que ça, c'est un point qui est super important. Je vais peut-être alors juste dire un point là-dessus. Tout au début, on a voulu implémenter des choses et on n'avait pas l'appui de la direction. Ça finit toujours mal. Des gens peuvent être déçus, peuvent être stoppés dans leur motivation, dans leur formation. Il y en a beaucoup de gens qui se forment de façon autodidacte. Et ces gens-là, il faut faire attention parce que c'est de l'or pour une entreprise.
surtout dans cette période de transition. Donc je dirais il faut valoriser les gens qui essayent par eux-mêmes d'apprendre et puis d'aller plus loin. Puis il faut pas les stopper, en tout cas pas de façon brutale. Et puis même s'il y a des choses dans les projets qui vont pas dans la direction qu'elles devraient, il faut pas non plus taper sur la main de celui qui essaye d'innover finalement, parce que il essaye de faire quelque chose qui est pas défini encore, qui est pas dans les processus. Donc c'est clair que ça peut pas fonctionner du premier coup. Ouais. C'était accueilli comment par la direction? Au début, on n'a pas besoin de ça. C'est pas pour demain. On peut attendre encore des années. On laisse faire les autres. On apprendra. On n'innove pas en interne. On engage ceux qui savent, etc. Et puis, je pense que peu à peu, je dirais pas très rapidement, mais peu à peu, on s'est rendu compte que c'était pas forcément la meilleure approche. Parce que, il faut valoriser les gens qu'on a en interne. Si on n'embauche que des gens de l'externe systématiquement, les gens ne se sentent pas valorisés. Donc il faut quand même monter en compétence les gens en interne. Et un autre point, c'est qu'en réalité, le marché il est relativement dur de nos jours et il n'y a pas les compétences à profusion qu'on en aurait besoin. Donc finalement, on est obligé de les faire en interne et je pense que ça a changé un petit peu l'esprit de la direction. Et notamment, les clients, ils voient qu'il y a de plus en plus d'offres qui arrivent. Donc finalement, il faut y répondre. Donc à un moment donné, on n'a plus le choix, on se retrouve face au mur. Donc il faut le faire. Donc du coup, la stratégie BIM que tu as mis en place, que vous avez mis en place, la direction était validée par rapport à tout. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez proposé, sa stratégie BIM était présentée vous l'avez présentée à la direction. Est-ce que la direction a mis par un veto, des commentaires, est-ce qu'il faut revoir la stratégie ou ils étaient directement partants Alors je dirais, en 2019, j'avais rédigé une première stratégie. Ce que j'avais rédigé en 2019, on est en train de plus ou moins l'implémenter maintenant. Ouais, et entre deux, il y avait eu un rejet parce que il y avait une mauvaise compréhension justement de ce qu'était le BIM. Et pour eux, à cette époque-là, c'était la modélisation. Donc pourquoi est-ce qu'on doit avoir une stratégie ? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir une restructuration de la société ? Pourquoi est-ce qu'on doit toucher au SMQ, donc le System Management Qualité ? Pourquoi on doit faire tout ça si on parle juste d'un modèle ? Autant avoir un livre de comment utiliser Revit. Ouais. C'était un petit peu ça parfois les discussions. Et maintenant, finalement, ils se rendent bien compte que c'est pas ça. Et du coup, je dirais tout ce qu'on a mis en place pour la stratégie, peu à peu, a été accepté, mais ça a pris du temps. Ouais, ça a pris du temps. Ouais. Je pense que le gros blocage, je pense, pour beaucoup de gens, finalement, c'est le coût. Ouais. Et puis, là, on ne peut pas tout implémenter du jour au lendemain pour des questions de ressources. Donc, il faut juste avoir quelques pas en avance sur le marché et la demande des clients, mais pas non plus avoir des kilomètres. Ça sert à rien. Comment on communique justement en interne pour mieux faire comprendre ce que c'est le BIM ? C'est quoi la bonne façon de... Parce que finalement, je pense que les gens, comme tu dis, qui étaient au front à l'époque, eux, ils ont assez rapidement compris ce qui allait changer dans leur façon de travailler. Comment, à partir de là, finalement, toi ou quelqu'un d'autre dans ton équipe qui s'est rendu compte de ce qui devait être changé, va vers des collègues, vers des chefs, vers la direction, vers des ingénieurs, vers d'autres corps de métier, pour dire il y a quelque chose qui se passe, il faudrait qu'on en discute, il faut qu'on mette en place peut-être des groupes de discussion, peu importe. Ça a été quoi la communication que tu as faite, puis quelle serait ta recommandation si quelqu'un devait faire la même chose ? Alors, il faut tout simplement commencer par en parler, déjà. Il faut en parler, je pense, de façon claire et juste. Tout n'est pas beau dans le BIM, et vous le savez bien. Et donc, il faut pas le vendre tel comme
c'est la solution à tout, parce que c'est pas le cas. Donc déjà, je pense qu'il faut en parler à différents niveaux. Aux modeleurs, aux ingénieurs et aux chefs de projet, je dirais, il faut être ouvert avec eux sur les possibilités du logiciel. Il faut en parler, il faut créer des groupes de travail. Il faut avoir peut-être des newsletters ou quelque chose comme ça en interne. Nous, on a commencé par, comme je disais tout à l'heure, mettre en place juste ces petites discussions qui étaient au sein d'un petit groupe pour parler juste de choses très spécifiques à de la modélisation et puis un rôle, je dirais, dessinateur, concepteur. Ensuite, on a ouvert la chose en créant des séances où on parlait, on donnait du feedback par rapport à un projet, ce qui a bien été, ce qui était différent par rapport à de la 2D. Ça, c'était, je dirais, en 2020 sur 2021. Donc, ça, c'était un peu des sessions feedback qu'on organisait sur les pauses de midi. Et puis après, on a commencé à ouvrir un peu plus, là où les ingénieurs ont vu l'utilité finalement avec le modèle... analytique. Merci. Avec le modèle analytique, notamment les métriques, etc., qu'on pouvait en tirer. Là, on s'est dit, bon, il faut qu'on commence à structurer la chose. Et puis là, on a créé des équipes avec des ingénieurs qui commencent à regarder tout ce qui est analytique, et puis là, les passerelles, donc les logiciels. On avait des équipes qui s'orientaient un peu plus coordination, clash détection, des équipes plutôt expérimentées sur un logiciel spécifique. Et puis petit à petit, en fait, on a créé un réseau de spécialistes par discipline, si on veut bien, ou par sujet. Et puis ça s'est répandu un petit peu comme ça. Mais ça se fait pas tout seul. Il faut avoir une structure, il faut quand même. Et il faut avoir des personnes qui tirent un peu certaines ficelles pour rien que pour garder les discussions finalement actives. Parce qu'on sait qu'on est tous pris par les projets, on est tous débordés et on a eu un moment où, malgré les choses qu'on avait mis en place, les gens n'avaient pas le temps. Et il faut toujours être derrière pour les aider, pour les guider, pour préparer des discussions, etc. Donc, il faut commencer par la discussion, mettre des équipes en place et tout ça chapeauté par une stratégie, quoi. Est-ce que tu as eu quels étaient les plus gros challenges pour l'adoption du BIM? On peut encore parler en présent, hein, je dirais. Il y en a encore des challenges. Alors, dans le passé, le changement en soi, déjà, il a fallu pour certaines personnes passer d'un éditeur de logiciel à un autre, donc ça c'est déjà compliqué en soi, à apprendre à utiliser un autre logiciel. En soi, l'adoption du BIM, si on veut parler juste purement du BIM, n'est pas complexe. Je veux dire, on parle dans une petite équipe. Si on donne une équipe de 10 personnes, demain, en très peu de temps, on arrive à monter en compétence l'équipe et à les structurer et à mettre en place des systématiques qui peuvent être appliquées à tous les projets. Je pense, petite équipe de 10 personnes, si on a un qui a des compétences pour le faire, il peut chambouler, restructurer et puis l'équipe et puis leur ramener les compétences dont ils ont besoin en moins de 6 mois. En revanche, si on parle d'une équipe de la taille de Gruner, donc on est 1200, ça prend bien plus de temps, ça prend une autre dimension, complètement une autre dimension. On fait très rarement les mêmes projets à la suite. Donc souvent, ce qu'on développe en recherche et développement sur un projet, il va falloir le refaire sur un autre. Donc on peut rarement reprendre, ou très peu, reprendre ce qui a été fait. Ou dans le cas de barrage qu'on on a des projets qui durent 15 ans. Voilà, ce qu'on a fait comme recherche et développement pour un projet, une fois qu'il est fini, la technologie a déjà changé 5 fois entre deux. Donc voilà. Mais nous, le gros du problème, et je pense que chaque entreprise vit plus ou moins la même chose, c'est en fait finalement l'adoption par la direction.
du moment qu'il y a une structure qui est en place et qu'il y a une ligne directrice avec une stratégie qui roule, le reste, je pense que ça vient par soi-même. Souvent, on a perdu énormément d'énergie par vouloir l'implémenter bottom-up et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Les modeleurs qui sont justement un peu les premiers offrants peuvent amener des idées innovantes, amener des façons de faire, mais malheureusement, c'est rarement ces mêmes personnes qui l'implémentent dans la société. Donc, il faut avoir une ligne directrice et puis il faut avoir des gens qui peuvent pousser pour le mettre en place. Okay. Donc, je dirais le gros problème, c'est l'humain. Finalement, derrière tout ça. Quand tu dis, c'est normal d'avoir des problèmes avec l'humain, de toute manière. Si t'as pas d'humain, il n'y a pas de problème. Si t'enlèves les hommes, il n'y a plus de problème. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est clair. Mais je dirais, c'est vraiment le gros défi. Le gros challenge, c'est finalement, c'est l'être humain. C'est la compréhension. La compréhension, d'accepter le fait de changer. Ouais. Et puis, finalement, accepter aussi que ce qu'on fait aujourd'hui, même sur un projet BIM, n'est peut-être pas ce qu'on va faire demain. Peut-être pas de la même façon. De nouveau, quand on était au CAD, pendant 20 ans, on pouvait faire la même chose de la même manière. Ça changeait très peu. L'interface des logiciels changeait un peu plus, mais on tirait des lignes. Ouais. Là, finalement, on voit qu'on part dans des solutions cloud. Il y a des mises à jour chaque semaine. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui peuvent nous gagner du temps. Il faut constamment rester à jour dans toutes ces technologies. Et puis finalement, il y a un changement dans notre mentalité où on se dit, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas ce que je ferai potentiellement demain. Ouais. En tout cas, pas de la même manière. Ouais. Donc il faut être ouvert d'esprit. Ouais. Puis c'est... comme tu disais, du passé du CAD à 3D, donc puis en plus tu remets des données dedans, donc c'est plus tellement un dessin 3D, c'est une base de données qui est derrière, quoi. Donc du coup c'est une approche différente du dessin parce que tu rajoutes des données dedans, quoi. Donc c'est vrai que c'est un autre concept, c'est aussi une autre façon de faire un peu différente. Typiquement, là où j'ai eu souvent des discussions avec certains ingénieurs et chefs de projet, c'est on a la philosophie on aimerait produire un plan aujourd'hui, j'arrive à ton bureau à 8h du matin et on commence à le produire. On tire la première ligne et on sait qu'en fin de soirée, on aura quelque chose à voir. Quand on parle de la modélisation, on sait tous qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on commence à produire des plans. Il faut d'abord modéliser et après, on commence à parler de la production de plans. Donc, on a eu des projets où on a dû modéliser des ouvrages existants, d'une surface relativement grande. On a modélisé pendant 4 mois sur la base d'un nuage de points avant de produire le premier plan. Donc ça, c'est un gros changement parce que bien sûr, ça met pas mal de stress et de pression sur les gens qui ont un œil sur les finances. Ils voient les coûts monter, production, on produit rien, il n'y a rien qui sort qu'on peut montrer au client sur papier. Ouais. Sur papier, je précise. Parce que montrer au client, on peut lui montrer dès le premier jour de la visualisation en 3D. Mais souvent, on n'y pense pas. Ouais. En tout cas, pour l'instant, c'est un changement de mentalité qu'il faut faire. Et puis justement, là, tu parles un petit peu de ces changements. Au niveau des cas d'usage pratiqués en Suisse, entre justement 2016, quand toi, tu as commencé à t'y intéresser, puis maintenant, comment ça s'est passé, l'évolution de ces cas d'usage? Est-ce que tu vois, parce qu'au début, on parlait que finalement de modélisation 3D. Maintenant, on voit dans les derniers appels d'offres sortis qu'il y a des dizaines de cas d'usage différents qui sont exigés des mandataires et qu'on souhaite pratiquer sur les projets. Tu arrives un peu à, si on remonte dans le temps, à nous faire le fil rouge ou le défilé de ce que tu as vu comme évolution? Ou en tout cas les plus marquants pour toi, disons. Ouais. Alors au début, c'était la 3D, bien sûr, juste finalement avoir le projet 2D en 3D. La production de plans 2D, à l'époque, pouvait tout simplement venir d'export du modèle 3D. Donc, on pouvait imaginer à l'époque, on
On produisait le modèle dans un logiciel de modélisation, on faisait les coupes nécessaires, etc. On exportait tout ça dans AutoCAD, par exemple, et on faisait la production de plomb dans AutoCAD. Ça, c'était un petit peu nos débuts, et je pense les débuts pour beaucoup de gens. Très rapidement, je pense que tout le monde voit les problématiques que cela peut emmener quand on fait cela. Et je dirais les clients ont commencé à demander à ce que la production de plomb soit, en tout cas sur nos types de projets, presque 100% produit grâce au modèle et sans tirer aucun trait, en gros. Donc ça relève d'autres défis. Mais par contre, ça comble le problème où les plans 2D ne sont plus forcément conformes au modèle. Alors, il y a eu cette évolution-là. Ensuite, bien sûr, il y a eu la 4D, 5D. Donc 4D, tout ce qui est phasage dans les modèles, ça on voit de plus en plus. Peut-être c'est un petit peu moins demandé dans les projets de bâtiment, mais dans les projets d'infrastructure, c'est vraiment un point qui est important et souvent bloquant lors de l'exécution. Donc ça, c'est un bon cas d'usage, je dirais, à avoir. La 5D, ça c'est sûr, tout ce qui est coût. Ça, je dirais, on a commencé à l'utiliser plutôt en interne avant d'avoir cette demande des clients, rien que pour les métrer. Donc il y a cela. Et puis, depuis le Covid, on a eu pas mal de clients qui nous demandent, ça on l'aime bien, la réalité virtuelle. Donc nous, on s'y était intéressés en 2019 sur un des projets, c'était un souhait interne. Et finalement, arrivé la pandémie en 2020, on a commencé à faire avec un de nos clients des séances en réalité virtuelle, chacun chez soi. Et puis on était dans l'ouvrage à mesurer, voir l'ouvrage en soi, prendre des photos en réalité virtuelle. Et puis on a un rapport à la fin. Donc ça, c'était chouette. Et c'est quelque chose que le client... ce client-là spécifique, en tout cas, a vu le potentiel et le demande de plus en plus. Donc, je dirais, on est parti de 2 cas d'usage à maintenant une dizaine, presque, qui peuvent être demandés, ou 8 en tout cas, qui est relativement, je dirais, systématique même sur nos projets, car on sait que les CFF poussent beaucoup et beaucoup de clients se reposent finalement sur ce que les CFF sont en train de mettre en place. Puis ça a été une réalité virtuelle, ces casques, il n'y avait pas de problème de... Non, alors oui, ça a bien été. Non, il n'y avait pas de... Personne n'a eu le mal de mer. Ouais. Pourtant, on a 2 types de casques. On en a un, c'est le HTC Vive Pro. Moi, personnellement, je suis très vite malade avec. Mais les Quest qu'on a utilisés avec un autre logiciel, n'a pas donné de mal de mer. Non. Moi, personnellement, j'étais dans le modèle avec des collègues. Parfois, on faisait des séances internes de 2h30. Parfois, c'était des découvertes du modèle à 23h du soir à la maison, un vendredi soir après une bière pendant le Covid. On se dit, allez, on va voir ce qu'on a fait finalement cette semaine. Puis on se mettait dans le modèle et puis on jouait un peu à cache-cache. Non. Ça partait un peu dans ce sens-là parfois. T'as modélisé la bière. Alors, après ce petit interlude, on parlait de VR. Ouais. C'est juste. Tu trouvais ça super intéressant, c'est juste. Ouais. Et, alors, ouais. Ouais. Et tu disais que le Quest qui était bien pour toi, et aussi tu disais aussi que c'était intéressant en termes de rendu et en termes aussi de compréhension du projet aussi. Ouais. Tu vois beaucoup mieux qu'est-ce que tu modélises. T'as d'autres points qui peuvent être intéressants? Alors, j'ai juste en fait un exemple concret sur l'utilisation. On a sur un de nos projets, on a passé 5 mois à peu près avec le client et puis les autres mandataires à collaborer sur un modèle, sur aussi une CDE. On a eu des séances de coordination, etc. Donc on était tous chaque semaine pendant X heures dans le modèle. Il y a eu de la production de plomb, on a analysé des variantes, etc. Et il y a eu des changements au projet, etc. Il y a eu des retours, des choses qu'il fallait changer, que tout le monde a vu habituellement sur les plans 2D, et notamment un petit peu dans le modèle. On a fait 2 heures de séance en VR, on a identifié 30 problèmes.
mais qui avaient des degrés, je dirais, un peu différents. Il y en avait des qui étaient des problématiques relativement grandes, d'autres un peu moins. Mais en fait, ça a vraiment permis d'identifier, en se plongeant à l'échelle 1-1 dans le projet, de beaucoup mieux se rendre compte et beaucoup plus rapidement des problématiques. Donc, il y a des gens qui, avant cette séance notamment, voyaient en fait la VR comme un gadget. Et puis, quand on l'utilise correctement avec les outils qui ne sont pas des outils pour juste vendre de façon marketing l'ouvrage, mais où on peut vraiment être dans le modèle, on peut se voir en avatar chacun, on peut se parler, on peut interroger les objets, on peut faire des mesures, etc. On peut vraiment, je dirais, ouvrir l'anticipation sur des potentiels problèmes. Ou juste, en fait, il y en avait un, finalement, c'était pas un problème, c'était... c'était un passage où les gens finalement sortaient d'un train, donc c'était un passage inférieur sur un quai, et puis le maître d'ouvrage finalement, en voyant la cassure du mur qu'il y avait en bas de la rampe, finalement disait mais en fait on aimerait l'ouvrir un peu plus, mais personne n'aurait vu ça sur les plans, parce que c'était juste un aspect visuel, on se serait rendu compte finalement à l'exécution. Donc voilà, c'est juste des choses comme ça. Donc moi je trouve que en interne, j'essaie vraiment de pousser ça en avant, quoi. Vraiment le mettre en avant. Notamment qu'on peut avoir des projets, nous on en a qui sont à l'international, on ne peut pas forcément voir les clients chaque 2 semaines pour une séance de coordination. Donc on a des bureaux aussi à l'étranger. Donc rien que pour intégrer nos bureaux à l'étranger dans nos projets, vraiment dans nos projets, finalement la VR c'est un peu la meilleure façon de collaborer avec eux autour d'un problème. Et puis justement, par rapport à ces cas d'usage, c'est vrai que la VR, pour certains, ils ont surtout vu ça, on va dire, dans des stands, des conférences un peu sous forme de gadget. Là, tu nous dis que pour toi, c'est pas juste un gadget, ça s'est vraiment révélé utile, on va dire, sur les projets. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça, justement, où à premier abord, ça peut être du gadget, mais il y a des bonnes applications intéressantes pour les projets? Puis à contrario, est-ce qu'il y a aussi des cas où tu t'es dit ça, ce sera hyper utile pour un projet, puis maintenant, avec ton recul, tu peux dire mais ça vaut pas le coup d'investir du temps, de l'énergie dedans, parce que finalement, ça sert pas sur les projets? Il y a eu la réalité augmentée. Ça, c'est quelque chose qu'on a testé et qu'on finalement on l'exploite sur certains projets. Je pense qu'au niveau de la réalité augmentée, les complications qu'on a avec le matériel que nous, on a utilisé, c'est la géolocalisation. Donc, dans un bâtiment, ça fonctionne très bien. Du moment que les objets sont modélisés avec le système LIDAR, etc., qui peuvent s'orienter dans le bâtiment, ça joue. Avec des projets infrastructures où on peut être dehors, on a par exemple des gares qui font plusieurs centaines de mètres de longueur. Là, on perd souvent la géolocalisation. Donc, je pense que c'est une technologie qui est extraordinaire et qui va, je pense, vraiment monter en puissance au fil des années. Mais pour l'instant, on a un petit peu de peine à trouver les bons outils à un prix convenable pour l'utilisation dont on a besoin. Mais voilà, il y a la réalité augmentée. Maintenant, pour passer à ta deuxième question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a vu intéressant et qui ne s'est pas vraiment révélé utile? C'était ça? Ok. C'est pas obligatoire, hein. Mais... Alors, si on remonte très loin, le BIM. Finalement, la modélisation d'un projet, hein, je dirais les premiers mois où on en parlait, j'ai eu certaines personnes qui m'ont dit mais c'est juste une mode, ça sert à rien. Et on va jamais s'y mettre. Donc finalement, on a bien vu que très rapidement et au fil des années, c'est pas le cas. Et je pense que ceux qui voient notamment la VR comme un gadget vont au fil des années, avec les logiciels qui évoluent aussi finalement, bien se rendre compte que c'est pas juste un gadget. Donc moi j'ai vraiment poussé pour la VR. Il y a eu des cas d'usage pour cela qui étaient très utiles. Et malheureusement, il y a aussi des projets où on est parti dans des logiciels qui n'étaient pas assez techniques, mais qui étaient plus vendeurs, marketing,
où c'était juste un joli rendu, mais qu'on pouvait rien en faire. Et finalement, ça a découragé les gens parce qu'ils ont dit c'est très bien pour le client, mais nous, en tant que bureau d'études, ça nous sert à quoi? Et ils ont raison, ça nous sert à rien. Et c'est là, suite à ça, qu'on s'est tourné vers d'autres logiciels où là, on a vraiment trouvé en fait l'utilité. Donc, tu as des noms justement de logiciels qui fonctionnent bien, que tu peux nous recommander? Donc, si on veut juste utiliser pour des aspects visuels marketing, Enscape, ça c'est clair que ça c'est un logiciel qui fonctionne bien, mais qui est malheureusement pas collaboratif pour le moment. Si on veut utiliser une solution collaborative où on peut être à 10, 15, 20 personnes dans la séance et se voir en avatar, où là le rendu est moins joli, mais nous on n'a pas besoin de ce côté joli, on veut voir le côté technique, et interroger les objets, etc. Là on a Iris VR et Resolve. Donc, c'est deux solutions qui sont bien différentes l'une de l'autre en termes d'hardware ou de façon que ça fonctionne. Mais le produit final, l'utilité, une fois dans l'environnement du logiciel, est plus ou moins identique. Ok, ben merci pour ces conseils, c'est cool. Et puis, on a parlé de déploiement, de communication, mais pas encore vraiment de rôle ou de structure, on va dire, ou de structuration, on va dire, du déploiement. Comment ont évolué les métiers traditionnels pour se numériser, on va dire, par rapport à comment c'était avant? Et puis, est-ce qu'il y a des nouveaux postes maintenant, on va dire, dans les équipes projet? Alors, traditionnellement, on a le chef de projet, les ingénieurs et les dessinateurs. Voilà. Là, maintenant, on sait tous, il y a le BIM manager projet. On en parlera peut-être après. Le coordinateur global, le coordinateur et le modeler. Nous, on fait la distinction. On la faisait d'ailleurs traditionnellement, on avait le dessinateur et le dessinateur constructeur, ou certains bureaux l'appelaient le dessinateur plus, ou je sais pas trop. Finalement, on retrouve cette même distinction au niveau des modeleurs. Il y a le modeler, et puis on a un modeler qui est peut-être plus spécialisé, soit dans la programmation, du paramétrage, etc. Donc il y a cette distinction-là. Après, il y a le coordinateur, bien sûr, on sait qu'il fait le rôle de détection de conflits, rassembler les modèles, créer le modèle fédéré, etc. Et chez nous, gère aussi les modeleurs. Donc, toute l'information sur un projet doit passer par le coordinateur, et c'est le coordinateur qui le dispatche au modeleur. Ensuite, sur des projets plus gros, on a le coordinateur global qui, lui, interagit entre disciplines et qui a un contact avec le client. Et puis le BIM manager projet, donc en termes de rôle. Après, en termes de responsabilité, ça, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais puis ça, c'est peut-être propre à chaque bureau. Ouais, justement, c'est propre à chaque bureau. Mais... Ouais. Après, tu as peut-être une vision justement par rapport aux responsabilités, qui doit faire quoi. Ça, si tu as un avis, tu peux sans doute nous dire. Alors, ça, c'est mon avis très personnel et qui finalement dépend déjà du type de bureau, discipline sur les projets, la taille du bureau et finalement le client qui est en face et les cas d'usage qui sont demandés. Mais dans notre situation, je dirais, on a le modeler qui s'occupe de tout ce qui est modélisation, aussi production de plans, sortie de métier, préparation des données pour les ingénieurs. Le modeler spécialisé, la seule différence pour nous, c'est qu'il arrive peut-être à modéliser des formes un peu plus complexes et puis peut-être à paramétrer, faire un peu des scripts, etc. Ou est spécifié peut-être dans un autre logiciel, par exemple Sophistic, qui peut être un plugin, par exemple, un logiciel. Donc, par exemple, voilà. Après, mais au final, il fait à peu près les mêmes tâches, mais il a plus d'expérience. Après, le coordinateur, lui, bien sûr, il prépare les séances, que ce soit
on va parler juste des séances internes. Donc, chez nous, on a des coordinateurs qui préparent ces séances, donc qui récoltent les modèles, qui génèrent le modèle fédéré, qui font les clashs, qui font des rapports, et puis qui préparent finalement la séance qui aura lieu en interne pour sa discipline. Suite à la séance, on fait le PV et redispatche le travail à faire au modeleur. Pourquoi d'ailleurs on passe par le coordinateur? C'est tout simplement, on a eu des projets, je pense même en façon traditionnelle, où on a des ingénieurs, des membres du projet qui vont donner des informations différentes à la même personne. C'est à peu près ce qui se passe très souvent. Et ou donnent une directive à 2 dessinateurs, mais leur demande de l'exécuter de 2 manières différentes. Traditionnellement, ça posait moins de problèmes parce que le produit final était noir sur blanc que du papier. Et on se posait pas vraiment la question de comment c'était produit, on s'occupait juste du papier. Là, aujourd'hui, on voit bien que finalement, le papier a moins d'intérêt, voire même pour certains projets plus du tout. On a des entreprises qui nous demandent plus que les modèles, ils veulent pas de plan, ils construisent avec les modèles. Donc finalement, le modèle prend beaucoup plus d'importance dans l'exécution de l'ouvrage, et du coup, les données et la structure au sein du modèle, finalement, a une très très haute importance. Donc, pour structurer comment c'est fait, il faut passer par qu'une seule personne, dans notre cas, le coordinateur, qui connaît son équipe, connaît les compétences de chacun et finalement connaît comment doit être implémenté, structuré le projet et finalement distribue les tâches à la bonne personne. Et leur demande à chacun de faire le travail d'une certaine manière en respectant finalement ce qui a été décidé avec le BIM Manager. Puis après, alors le BIM Manager pour nous, c'est quelqu'un qui est un petit peu au démarrage du projet, qui gère la stratégie. Déjà, il y a un contact avec le client, discute avec le client en ce qui concerne les objectifs, les cas d'usage, met en place le BEP. En interne, nous, on essaie de pousser que le BIM Manager choisit aussi son équipe, du moment que les ressources peuvent être libres. C'est un peu le BIM Manager qui sait, avec le coordinateur, ils se mettent autour d'une table et puis ils disent, voilà, on a ça à faire sur ce projet, qui dans l'équipe serait la meilleure personne pour le faire. Donc là, c'est un petit peu une discussion qui est un petit peu en amont du kick-off interne. Et puis bien sûr, lui, il s'assure que le produit final et tout ce qui est data drop et livrable soit conforme au BEP et aux demandes et aux spécifications du client. Ok. Et comment on devient BIM Manager ? Alors, à l'étranger ou en Suisse? Disons en Suisse, ça dit. Alors, je pense que comme beaucoup de gens le savent aujourd'hui, la formation BIM Manager n'existe pas en Suisse. Donc, c'est un peu plus difficile qu'à l'étranger pour avoir ce titre-là. Mais je dirais, ce qu'on peut avoir aujourd'hui en Suisse, c'est le titre du coordinateur, soit par des formations Mention Machine et autres, qui donnent un certificat, soit par les CAS, dont vous connaissez tous les deux, où là on a un papier qui est un peu plus reconnu. Mais voilà, BIM Manager, je dirais aujourd'hui, on l'a par l'expérience. Je dirais l'expérience vraiment... Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen. C'est que l'expérience, quoi. En Suisse, il n'y a pas d'autre moyen, quoi, parce que le certificat, la formation n'existe pas. Donc finalement, si on l'a, c'est qu'on a prouvé que les étapes ou les échelons en dessous, on a réussi à les faire sur les projets, et puis petit à petit, voilà, le CV, ça a un peu gonflé, et puis on a eu ce rôle-là sur les projets. Voilà. Puis en général, les BIM managers, ils développent assez facilement, je trouve, une vision stratégique. Quelque chose qui peut-être n'est pas nécessaire, parce qu'un coordinateur, on va lui demander d'avoir une bonne vision projet, d'avoir peut-être plus une bonne connaissance des outils. Et puis finalement, un BIM manager, on va aussi lui dire d'avoir peut-être une meilleure aisance justement à mettre sur place justement un déploiement, justement d'une stratégie projet ou d'entreprise. Donc c'est aussi des compétences peut-être un petit peu différentes qu'il faut avoir. Ouais,
Alors, je dirais que tout modeler ne peut pas devenir coordinateur et tout coordinateur ne peut pas devenir BIM manager. Et à ce propos, tout BIM manager ne peut pas forcément être modeler non plus. Je veux dire, comme tu dis, c'est des compétences qui sont bien différentes, autant en hard skill qu'en soft skill. Et là où effectivement ce que tu dis, Sven, est juste, c'est que le coordinateur est dirigé très technique au niveau logiciel et doit avoir je dirais une palette relativement large de compétences logicielles, mais n'a pas forcément les soft skills qu'aurait ou que devrait avoir un BIM manager qui lui regarde plutôt le côté management de projet, budget, livrable, données, structuration des données et voilà. Après, il y a le BIM manager entreprise qui lui a un rôle un peu différent. En tout cas chez nous, où lui développe une stratégie pour l'entreprise, donc pas pour le projet en soi, mais qui prend la vision, les missions et objectifs de l'entreprise, et puis essaye de coller l'implémentation du BIM sur cette vision-là, et puis qui développe la stratégie à court et long terme d'une entreprise, en respectant toute la charte des valeurs aussi de l'entreprise. Et je dirais, chez nous, il a aussi un rôle donc, de représentant de la direction. Et puis finalement, s'assure que les outils et les processus qu'on a en interne collent sur ce qui est un petit peu ce qui se fait sur le marché, je dirais. Ouais. On voit que sur nos projets, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de temps pour faire de la recherche et de développement. Donc ce qui peut être fait ou ce qui peut être, on va dire, mis comme temps, souvent, c'est juste pour de la recherche et de développement. Mais ensuite, prendre cette information, cette connaissance qui a eu lieu sur le projet et rédiger des processus et des workflows, ça, ils n'ont pas le temps. Donc finalement, il faut que quelqu'un puisse le faire et puis il faut que ces processus aient un fil rouge pour tous les autres processus qui sont liés à l'entreprise. Donc voilà, on essaie d'avoir, en tout cas chez nous, un peu une voie pour ce qui est de l'implémentation de BIM et puis pas avoir 10 BIM au sein de l'entreprise. On voit d'ailleurs un peu partout qu'il y a des spécialistes qui sont recherchés dans le domaine du BIM. Comment on intéresse et comment on attire des profils BIM dans son entreprise en 2022-2023? Ça, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Alors, comment est-ce qu'on les attire? Alors là, c'est clair, pour les attirer au sein d'une entreprise, il faut faire un petit peu de marketing. Donc déjà, on recherche les profils lors des entretiens, on leur sort tout ce qu'on peut faire pour qu'ils finalement, ils voient que c'est des équipes qui sont relativement, je dirais, dynamiques. Je ne veux pas dire jeunes, mais dynamiques, qui sont intéressés par l'innovation. Il faut qu'ils se voient travailler dans cette entreprise et puis voir surtout qu'il y a un futur pour l'innovation, autant pour l'entreprise que pour eux. Donc je dirais, nous, quand on fait des entretiens, on montre un petit peu nos meilleurs projets et puis comment on travaille. Et qu'est-ce qu'on aimerait changer sur nos projets de demain, en gros. Qu'est-ce que va devenir notre nouvelle norme pour qu'ils puissent se projeter. Ça, c'est un peu la première chose. Là où on voit aujourd'hui des problèmes, c'est sur le marché, il y a déjà pas beaucoup de monde qui ont les compétences. Ceux qui les ont sont bien dans leurs entreprises, finalement. Et c'est relativement dur de débaucher, si on a besoin de gens. Et on voit qu'en Suisse, on en a parlé avant, il y a peu de formations. Notamment, on était à une conférence l'année passée avec Sven, où on a appris qu'en 2029, seulement en 2029, seraient les premiers apprentis qui vont sortir certifiés BIM. Donc, ils sont en train de revoir tout le plan de formation des apprentis en 2024, 5. Ouais, je crois que ça sera approuvé en 2024. Après, les profs ont une année pour mettre en place. Et puis après, il y a 4 ans d'apprentissage. Donc, les premiers, c'est 2029. Donc, on voit qu'en Suisse, on a énormément de retard à ce niveau-là par rapport à d'autres pays. Voilà. Puis c'est vrai que sur les autres formations plus académiques, on en discutait avec Patrick justement,
où on disait, ben voilà, si on prend le CAS en Suisse romande, c'est 20 personnes par année. Donc finalement, par rapport au marché, aux besoins du marché, c'est clairement insuffisant. Donc on a une toute petite quantité de personnes qui vont se former de façon académique. Puis après, il y a un petit peu plus de monde qui va peut-être se former en autodidacte. Mais du coup, c'est vrai que le marché, il est assez faible, en fait. Alors après, ça ouvre la porte à finalement des gens de l'extérieur à la Suisse. Nous, on est un bureau, une entreprise qui a des projets à l'international. Donc, on a un peu les pieds un petit peu à différents endroits en Europe. Et on voit qu'on a besoin de ces gens et de ces compétences. Et puis, si vous voulez les chercher, malheureusement, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Italie, du moment qu'ils parlent anglais, qu'on trouve une langue de communication, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, je sais que c'est pas le cas de toutes les entreprises en Suisse, mais si les gens n'existent pas sur le marché, il y a deux options. C'est soit malheureusement les chercher ailleurs, soit de les former en interne. Ou vous formez en interne? Est-ce que tu Nous, est-ce qu'on forme en interne? Ouais. Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu vois des nouveaux profils qui émergent? Quand je dis nouveaux profils, qu'on voit pas forcément comme pas forcément les BIM managers, mais d'autres types de profils qui pourraient être intéressants dans l'avenir. Bon, il y a le data manager, Ouais, typiquement. justement. Je pense que... Alors, on voit qu'il commence à émerger un peu ce rôle-là. Personnellement, je ne suis pas certain que nos projets aujourd'hui auraient l'utilité. Tout simplement par le fait que on n'a pas énormément de data dans les projets. Il y a une demande qui est relativement claire, souvent des clients, d'avoir énormément d'infos dans les modèles. Mais la réalité, c'est que on ne les implémente pas forcément parce que les clients ne sont pas forcément encore sûrs de ce qu'ils aimeraient avoir comme information et surtout comment le traiter après. Donc je dirais, parfois, ils calment un peu le jeu en disant, voilà, c'est ce qu'on aurait voulu, mais finalement, diminuons un petit peu les attentes à ce niveau-là, parce qu'en interne, on ne sait pas encore comment les traiter. Ouais. Donc je pense que les data managers vont être dirigés en premier lieu, je pense, vers les clients finalement. Et puis peut-être en 2e, 3e lieu dans les entreprises, autant construction que les bureaux d'études. Donc là, on va partir sur la deuxième partie qui est plus veille technologique, sujet à suivre et puis innovation. Par rapport justement à ton rôle un peu d'innovateur aussi que tu dois avoir chez Grüner Stücki. Donc, ton titre sur LinkedIn, c'est BIM Manager, VDC et innovation. Ouais. C'est quoi le VDC par rapport au BIM pour toi? Ok, donc le VDC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Virtual Design Construction. Et on peut lire un peu les deux définitions différentes. Là, je vais peut-être un peu créer un peu le chaos dans la discussion, mais en Suisse, on parle de BIM et ça englobe, on va dire, les 9 dimensions traditionnelles du BIM. À l'international, il y a deux choses. Le VDC peut contenir la partie BIM, la partie des méthodes agiles, des KPIs, etc. Mais il y a aussi la définition qui dit tout simplement le BIM, c'est la 2 et la 3D avec la data, et tout ce qui en suit, des autres dimensions, c'est du VDC. Donc, voilà. Nous, on est plutôt parti du fait que, vu qu'on a des projets à l'international et des clients certains clients se réfèrent plus en fait au VDC que BIM, c'est pour ça que j'ai un peu ce titre-là. Puis innovation. La partie innovation, tout simplement, alors ça vient du fait que on peut pas faire du BIM sans innovation, déjà d'une part. Donc, du moment qu'on implémente des nouvelles façons de faire, des nouveaux logiciels, des nouveaux processus, des nouveaux hardware, et qu'on chamboule un petit peu nos façons de travailler, on est dans l'innovation. Donc, voilà.
Tu décrirais comment l'innovation, la définition de l'innovation pour toi? On m'a jamais posé cette question. Ouais. Swan, il aura une bonne réponse à ça. Comment est-ce qu'on décrit l'innovation? Je dirais tout simplement, ma définition, c'est rechercher une manière différente pour optimiser ses façons de faire aujourd'hui. Que ce soit en process, en logiciel, ouais, à peu près. Ouais. Donc c'est juste chercher à faire les choses autrement et qui nous gagne soit en temps, soit en argent, soit en efficacité, en énergie, etc. Est-ce qu'une entreprise en 2022-2023, elle doit être innovante? Alors ça, on a eu de longues discussions aussi lors du CAS avec ça. Oui. Je pense que... Alors, il y a différentes manières de le faire. Soit de faire de l'innovation en interne pour justement suivre ce marché qui évolue sans cesse. Donc soit d'investir en interne, soit de faire comme Google ou d'autres boîtes où on laisse faire l'investissement à des startups et puis on les rachète après. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas survivre à long terme sur le marché sans mettre une part d'argent dans l'innovation. C'est quoi le risque justement pour toi de ne pas être innovant actuellement pour une entreprise? Si quelqu'un se dit c'est trop compliqué ou c'est trop d'argent à investir, quels sont les risques qu'ils prennent à ne pas être innovant? Alors il y a plusieurs niveaux. D'un point de vue projet, on a le risque de tout simplement pas pouvoir les décrocher parce qu'on répond plus aux critères. On voit aujourd'hui on en a parlé tout à l'heure, l'évolution des cas d'usage. Si on ne se lance pas à essayer ces nouveaux cas d'usage, on ne peut pas répondre lorsque le prochain projet sortira avec ces demandes. Donc il y a ce risque-là. Après, d'un point de vue ressources internes, quand on parle des personnes qui travaillent au sein de la boîte, il y a des innovateurs dans chaque entreprise. Il y a des gens qui veulent innover, qui veulent changer les habitudes, qui veulent faire les choses plus vite. Si ces mêmes personnes, au jour d'aujourd'hui, ne voient pas cette philosophie au sein de l'entreprise, vont s'épuiser, finalement partir, voire ailleurs. Donc il y a le risque de ne pas pouvoir décrocher le projet, puis le risque de perdre des personnes très fortes et valuable, je ne sais plus ce terme-là en français, à l'entreprise. C'est quoi value? C'est qui amène de la plus-value. Enfin, qui... Ok. Désolé. Ok. Comment on fait pour innover? Et puis, d'où vient l'impulsion pour toi? Comment on fait pour innover? Alors, c'est déjà se passe s'enfermer dans des boîtes, de pas dire que voilà, ça a toujours été fait ainsi, donc ça le sera demain. Je pense que déjà, si on arrive à s'ouvrir l'esprit et puis de dire, de nouveau, ce que je fais aujourd'hui n'est pas forcément ce que je vais faire demain. Ce qui est fait sur ce projet, c'est pas comme ça que je le ferai, mais peut-être que c'est bien, comme ça a été fait. Et puis un peu être ouvert à collaborer, chose qu'on ne faisait peut-être pas assez avant. Donc, à titre d'exemple, quand on travaille maintenant sur des projets avec d'autres mandataires, même si on dirige le projet parce qu'on est BIM manager, coordinateur global sur le projet, peut-être leur poser la question, comment est-ce que vous le ferez? Est-ce qu'on peut optimiser ensemble ce projet-là sans que nous, on vous demande ou qu'on vous oblige de le faire d'une certaine manière? Parce que chacun a des expériences différentes, chacun voit aussi les problèmes de manière différente, et puis je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, il faut accepter que ce qu'on fait n'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Et puis voilà, ouvrir un peu aux horizons. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a un environnement spécifique pour permettre l'innovation? Oui. Alors, juste à titre d'exemple, je pense qu'on le sait tous, je veux dire, faire des séances assis comme là maintenant, ça ouvre pas à l'innovation. Quand on fait des workshops d'innovation en interne, on essaye déjà de les faire debout. Après, on essaye vraiment de dispatcher la responsabilité sur les gens et les écouter. On ne les coupe pas. Quand on fait du brainstorming,
On peut discuter à la fin du brainstorming, mais on n'interrompt pas quelqu'un pendant, on ne remet pas en cause son idée. C'est vraiment une fois que la personne a expliqué sa vision de la chose, après, à la fin, on peut essayer de poser des questions un peu pourquoi, du comment. Mais c'est pas la confronter, parce que de nouveau, voilà, la personne peut avoir une très bonne idée qu'on n'a pas l'habitude de faire ou de voir. Et donc ça, ça a de la valeur. Ouais. Donc je dirais, il faut, sur les projets, titre d'exemple, exemple concret. Quand nous, on démarre sur des projets, il y a le kick-off. Séance de kick-off, chef de projet présente le projet à l'équipe, etc. À cette présentation, on a souvent le BIM coordinateur, BIM manager, etc. Première chose qu'on fait, il n'y a souvent pas forcément les modeleurs dans ces séances. Première chose qu'on fait, c'est, OK, on a eu le kick-off, on a compris le projet, etc. On planifie une autre séance. Et là, on le fait entre coordinateur et BIM manager du projet. Et si, par exemple, c'est un pont, une gare, etc., on rassemble nos meilleures personnes, ingénieurs et modeleurs, qui ont des capacités dans une tâche spécifique pour ce projet. Ce n'est pas forcément eux qui vont travailler dessus, mais ils ont les compétences. Et on fait une séance d'une demi-journée où là, on passe à travers tout ce qui doit être modélisé et tous les cas d'usage, et on fait du brainstorming. Qui, quoi, comment, quel outil. Et puis, on répond à toutes ces questions en interne. Et puis après, une fois qu'on a cette information et qu'on s'est mis d'accord comment est-ce qu'on allait faire le projet, seulement à ce moment-là, on cherche des personnes qui peuvent répondre à ces besoins en fait sur le projet. Donc et puis ça génère de l'innovation par défaut finalement, parce qu'on est un groupe de 5, 10 spécialistes dans une chose, et puis voilà, on discute, on trouve des idées, et on lance peut-être pour ce projet-là, en accord avec le chef de projet, des tests internes pour de l'innovation qui ne sont pas forcément demandés sur le projet, mais qu'on veut tester en interne. Et puis, si les tests sont concluants, et même s'ils ne le sont pas, on essaye de faire un résumé feedback pour finalement le projet suivant qui peut soit ne pas faire les mêmes erreurs, soit optimiser en fait son temps. Ok. Donc, vous donnez une certaine liberté en fait. Il faut. Ouais. Il faut. Alors, je dirais, de ce que je vois personnellement, les gens qui veulent être là-dedans et qui veulent changer aujourd'hui apprennent énormément en fait, sur leur temps libre. Font énormément le soir, énormément le week-end. Donc, si une personne vient avec une idée, c'est peut-être quelque chose qu'elle a pu voir sur son temps libre. Elle a passé beaucoup de temps à le faire et puis elle veut juste finalement démontrer que ça peut améliorer les choses. Donc, si c'est pas une idée trop folle, on est partant à tester. Ouais. Et puis justement, quand tu as cette innovation, enfin ces idées qui viennent, tu disais avant qu'il y avait des fois des échecs. Finalement, pour permettre l'innovation, il faut aussi avoir une certaine tolérance, je dis au niveau d'une structure, d'une organisation, à l'échec, et puis permettre aux gens d'essayer. Ouais. Comment tu arrives à créer un environnement de confiance entre les gens? Quelles sont un petit peu les bonnes pratiques pour dire aux gens, quand tu as quelque chose que tu veux tester, vas-y. Et puis finalement, si ça devait ne pas marcher, c'est pas grave, parce qu'on aura appris quelque chose ou on aura quand même retiré quelque chose. Alors, je pense que dans le passé, il y a eu des fois où on a un petit peu laissé trop de liberté à des tests et l'innovation, et que c'était pas forcément cadré. Et puis, du coup, il y a eu des dérapages qui potentiellement ont eu ou auraient pu avoir des conséquences budgétaires pour le projet. Maintenant, aujourd'hui, on essaye de plus cadrer la chose. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut tester quelque chose, déjà, on fait un POC, un peu en interne sur le projet, donc un Proof of Concept, où là, on décrit quel est l'objectif du test, quel est le résultat, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qui indique si le test est concluant, ou au contraire, s'il ne l'est pas. Et puis, comment est-ce que cette recherche peut aider pour d'autres projets ou d'autres personnes au sein de l'entreprise. Et puis, bien sûr, on met un petit budget à la fin. Donc, ça, on essaye de l'avoir pour, je dirais, des gros tests sur des projets. Et puis, ça doit être suivi.
c'est clair, parce que ça a relativement d'impact sur le projet. Donc du moment qu'on a ce cadre qui est en place et un suivi fréquent, ça permet d'éviter justement le dépassement, quoi, ou des dérapages. Chose aussi qu'on essaye justement pour un peu responsabiliser les gens face à l'innovation, c'est demander à ce qu'ils présentent en fait ce qu'ils ont fait sur le projet et qu'est-ce que ça a eu comme impact pour eux et pour le projet. Donc vraiment essayer de les responsabiliser à faire de la recherche, mais aussi à le transmettre surtout. Donc ça c'est un point qu'on voit qui est important et qui est souvent apprécié par les gens parce que finalement ça met en valeur un petit peu ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est vrai que de valoriser finalement les gens puis ce qu'ils font sur un projet, c'est toujours une bonne façon de les encourager à continuer. C'est clair que ça c'est je dirais la valorisation fait beaucoup de choses et les gens qui veulent innover puis qui essayent d'optimiser, c'est des personnes qui souvent sont motivées par la valorisation. Ouais. Donc, et puis je pense que dans une transition numérique comme aujourd'hui, il faut vraiment pas négliger ce côté-là. Ouais. Est-ce que selon toi, l'innovation vient de la contrainte ou de la liberté ? Oh là, il va falloir m'expliquer un peu plus la question. La contrainte, c'est-à-dire que quand tu essaies d'innover ou tu essaies de quelque chose, c'est lié à une contrainte externe, c'est-à-dire qu'on t'oblige à Est-ce que c'est un peu une liberté ou une obligation, un peu en quelque sorte ? Ouais, une sorte de chose. Quand je dis contrainte, c'est que, du coup, je sais pas, tu prends un exemple bête, mais tu dois faire une toile de dessin et tu dois mettre de la couleur, mais t'as pas de couleur. Comment tu peux innover ? Enfin, en faisant des contraintes spécifiques, tu peux amener des nuances dans les couleurs, un peu ce genre de choses, tu vois. Ok. Ça peut être fait des deux manières, hein. Ça peut être fait des deux manières, mais je pense qu'une manière coûte un peu plus cher que l'autre, potentiellement, parce qu'il faut plus de préparation. Celui qui met une contrainte, c'est qu'il a sûrement peut-être même la réponse derrière. Il veut juste la faire voir à celui qui ne la voit pas encore. Et puis, c'est pas impossible, mais ça met beaucoup de pression sur les gens. Alors que s'ils viennent avec des idées, des solutions par eux-mêmes, finalement, ça leur ouvre l'esprit à essayer de faire des recherches continuellement, puis pas attendre qu'on leur efforce, en fait, qu'on leur oblige de rechercher parce qu'ils n'ont pas le choix. Et je pense que, de nouveau, si on veut faire monter tout le monde en compétences et puis que finalement les gens voient que la digitalisation, le BIM est là et puis que c'est là pour un bon moment, eh ben, il faut qu'eux-mêmes soient convaincus de ça et qu'ils soient ouverts à l'innovation. Donc, je pense que la meilleure manière, c'est de les pousser à innover. Ouais. Je dirais ça. Ok. Et puis, comment on passe d'une idée à sa mise en œuvre, justement ? Quand tu as fait ces séances avec tes collègues et puis finalement, vous avez déterminé un petit peu un cheminement ou une idée, c'est quoi les étapes jusqu'à ce que finalement ce soit mis en œuvre ? Alors déjà, tu as parlé d'un POC que vous faites, puis finalement, après, comment c'est déployé, comment c'est un peu mis en place ? Alors peut-être les points clés. Hein. Ouais. Alors, je pense qu'il ne faut pas partir dans l'innovation ou dans des tests sur des choses sans les concrétiser derrière. Quand je dis concrétiser, c'est noir sur blanc. Trop souvent, par le passé, on a testé des choses sur les projets, ça a fonctionné, tout était nickel, mais finalement, on n'a pas eu de feedback et on ne les a pas écrits noir sur blanc, donc la personne qui l'a fait est la seule personne à savoir en fait comment l'implémenter, comment le faire. Et ça tient à pas grand-chose à ce que cette même personne parte de l'entreprise, prenne un autre poste peut-être en interne, et le savoir finalement qui a été acquis s'oublie. Donc, la chose, je pense, la plus importante, c'est donner du temps à l'innovation, oui, mais pas oublier les process derrière. Établir les process, l'écrire noir sur blanc, parce que sinon, quelque part, le temps alloué à l'innovation peut tomber dans l'oubli. À quel moment on passe d'une bonne pratique ou un processus d'écrit
à un on a toujours fait ça comme ça. Tu vois un petit peu où je veux en venir. Parce que finalement, les gens qui refusent, par exemple, l'innovation ou le changement à l'heure actuelle, c'est peut-être parce qu'ils ont développé des bonnes pratiques. Et puis pour eux, finalement, c'est quelque chose qui assure, qui marche bien et qui a été déployé. Ouais, finalement, il y a juste besoin peut-être de 2 projets pour chambouler tout ça. Le premier projet où les choses ont été testées, c'est le test. Ça a été réussi ou pas. Le deuxième projet, la même innovation, disons, qui n'est plus une innovation d'ailleurs, mais peut être optimisée. Et du moment que ça a été prouvé 2 fois que ça fonctionne, pourquoi pas changer ces méthodes? Pourquoi pas changer le SMQ? Pourquoi pas le rendre obligatoire? Du moment qu'il y a une plus-value. Ouais. Et puis finalement, pour toi, c'est simplement pour éviter de tomber, on va dire, dans le travers de on a toujours fait ça comme ça, puis refuser par exemple un changement, c'est simplement de rester ouvert finalement. C'est de rester ouvert, certes, mais il y a un problème avec ça quand même malgré tout, c'est que on peut pas changer chaque 2 mois les méthodes de travail de tout le monde. Même si aujourd'hui ce serait techniquement faisable, je veux dire, tout évolue tellement vite que ce serait faisable. Mais la réalité, c'est qu'on reste des humains derrière et le temps de changement est relativement long, le temps d'adaptation de ces nouvelles méthodes, et on peut pas les changer 10 fois par an, quoi. Donc, ouais. Et le fait de changer tout le temps, c'est pas super agréable aussi. Hein. De nouveau, ça dépend, je pense, de la taille de l'entreprise. Si on a une petite équipe et que constamment, tous les jours, en fait, on est au courant de ce que fait son voisin et comment il travaille et puis qu'est-ce qu'il est en train de faire comme innovation, finalement, juste le fait de discuter prépare un petit peu l'esprit à changer de méthode. Notamment, d'ailleurs, là, on a fait énormément de progrès en termes de modélisation pendant 1 année ou 2. C'est quand on était tout le monde était ensemble dans un bureau ouvert. Et je demandais aux gens d'expliquer un petit peu à voix haute tous les jours sur quoi ils étaient en train de travailler et sur qu'est-ce qu'ils avaient en fait comme souci. Et puis, qu'est-ce qu'on avait comme solution. Et souvent, les solutions venaient d'autres collègues. Et puis, c'est un petit peu comme ça que ça s'est ébruité. Donc, ouais, il faut la communication, puis oui, être prêt à changer ses méthodes, mais malheureusement, on ne peut pas les changer. Avec une grande équipe, on ne peut pas les changer chaque 2 mois. Ouais. Et notamment, dépendant des changements à faire, ça doit toucher au système qualité de l'entreprise. Et ça rajoute encore une couche, une complexité et une durée dans le temps avant l'approbation sur le document et puis publication en interne, etc. Ok. Peut-être une chose que je peux encore rajouter là-dessus, c'est que ce qu'on voit qui est en train de se développer finalement, c'est qu'on a ces méthodes, ces façons de faire qui peut être standardisées. On a un document, système qualité, etc. qui fonctionne pour 95% de l'entreprise. Et on a une petite équipe qui fait de l'innovation qui, elle, peut-être n'est plus tout à fait en adéquation avec ce processus parce qu'elle est en train d'innover et puis qui va mettre à jour en fait ces processus au fur et à mesure. Peut-être que voilà, dépendant du process, ça peut être changé chaque année comme chaque 2 ans, 3 ans. Ça c'est un peu dur à dire finalement. Mais actuellement, vous avez des changements chaque année? Il y a des modifications de process? Oui, ou... ouais. Oui. Okay. Ouais, énormément. Et tu fais quoi, toi, en termes de veille technologique? Aujourd'hui, personnellement, plus beaucoup. Personnellement, plus beaucoup. Je passe passablement de mon temps dans des réunions, dans des séances, que ce soit avec les clients ou surtout en interne avec la direction, avec l'équipe stratégie qu'on avait pour implémenter le BIM, où on essaie de mettre pas mal de choses en place. Donc, je dirais, on est plutôt dans une passe aujourd'hui où on est en train de réfléchir à comment mettre en place ces processus, ces nouvelles façons de faire, comment transférer le savoir à travers l'entreprise, comment communiquer, parce qu'on est une entreprise qui parle en plusieurs langues et on a instauré en fait la langue
d'anglais, en fait, comme langue commune pour tout ce qui touche au BIM. Ça, c'était déjà pas facile, en fait, à concrétiser, mais maintenant, on a fait ce pas-là. Donc, toute personne qui travaille dans l'équipe BIM, finalement, doit parler anglais. Et tout ce qu'on rédige, on le fait, et tout ce qu'on travaille ensemble, on fait en anglais, et puis après, c'est traduit en français, et puis en allemand. Ok. Donc, vous donnez aussi des cours en anglais ou oui. à tout le monde? Ouais. Ok. Ouais. Alors, pas tout le monde systématiquement, non, mais ceux qui le demandent et qui en ont besoin, là, on donne des cours en anglais. Ouais. Ok. Ouais. Donc, tu fais pas de veille technologique toi-même alors? Personnellement, non. D'ailleurs, les logiciels, je les ouvre presque plus. Mes logiciels, pourtant, j'en ouvrais beaucoup. 3-4 logiciels différents tous les jours il y a 2-3 ans. Et maintenant, c'est du Teams, du Outlook, du Excel, Word. Ouais, mais est-ce que tu regardes aussi, quand je dis veille technologique aussi, c'est d'autres logiciels qui peuvent être pertinents? À ce niveau-là, oui. Ouais. Oui. Donc là, au niveau logiciel, oui. Alors là, on a pas mal de discussions avec des développeurs. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut finalement ajouter soit des plugins, soit des nouveaux logiciels à nos palettes pour faire des nouveaux cas d'usage. Qu'on entend de plus en plus parler maintenant, c'est l'armature 3D. Donc voilà, on a une entreprise de construction qui nous a demandé le modèle coffrage et le modèle armature et qui voulait tout construire le projet sans plan. Pour cela, il faut pouvoir armer en 3D. Donc là, on s'est penché sur plusieurs solutions et puis on va commencer début 23, début 23 des tests pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut implémenter ça sur nos projets et quels outils choisir. Donc oui, au niveau logiciel, là, on passe pas mal de temps à regarder ce qui se fait, donc soit par YouTube, soit par Internet, soit par les conférences, soit par LinkedIn. Donc un peu. Mais c'est pas la majorité de notre temps aujourd'hui. S'il faut mettre un pourcentage dessus, ça représente 15%. 15%, ouais, peut-être. Okay. Après, voilà. Et puis, ça a été quoi tes plus grosses claques technologiques ou de méthodes que tu as prises finalement pendant ton apprentissage du BIM ou ces dernières années? Un petit peu les choses où tu t'as dit, waouh, ça vraiment, ça a changé un petit peu, peut-être. Ouais, la paramétrisation, tout ce qui est script, que ce soit Dynamo, Grasshopper, vraiment à ce niveau-là, je dirais. Là, c'était. Là, on parle d'un autre métier, quoi. Voilà, c'est plus dessiner. Alors, on savait que c'était déjà plus dessiner des lignes, c'est même plus concevoir en 3D. Là, c'est de la programmation. Ouais. Et puis ça, c'est vrai que ça, je pense, c'est la plus grosse claque parce que le potentiel, il est immense. Il est absolument immense. Mais on n'est pas des informaticiens. On n'étudie pas ça, on n'est pas formé là-dedans. Donc, si on veut vraiment optimiser la chose, et c'est certainement pour tout le monde quelque chose qui doit être fait à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut avoir des programmeurs. Soit en interne, soit utiliser des gens en externe. Mais à un moment donné, avoir l'optimisation à travers la programmation, on ne va pas y échapper. À tous les niveaux, que ce soit au niveau modélisation, au niveau ingénieur, calcul, enfin, peu importe. Ouais. Est-ce que tu as des gens qui sont comme ça ici? Un peu programmeurs du dimanche, du week-end, du soir? On a des gens qui s'y intéressent. On a des ingénieurs qui notamment ont fait un petit peu de la recherche là-dessus à l'EPFL et qui ont un background un peu dans tout ce qui est data et programmation. Mais ce n'est pas encore quelque chose qu'on exploite assez. Ouais. Et là-dessus, il y a vraiment du chemin à faire. Et puis, tu vois justement, par rapport à ça, peut-être des tendances où tu attends des technologies spécifiques dans 1, 3, 5, 10 ans par rapport à l'évolution, on va dire, qu'on a vue ces dernières années. Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, ça, c'est peut-être pas encore mature maintenant. Par contre, tu vois une application dans quelques années? Alors, de nouveau, tout dépend des projets sur lesquels on travaille. Je dirais, aujourd'hui, nous, on n'a pas trouvé un logiciel qui fait tout. Ça, c'est clair. Notamment, ils ont tous un petit peu leurs lacunes. Sur certains points, ils ne sont pas assez matures. Donc, il faut un petit peu trouver des solutions, des workarounds un petit peu pour arriver à nos fins à ce niveau-là. Donc, mon premier souhait, c'est déjà
ce que les éditeurs implémentent, les mises à jour et les options supplémentaires qui leur sont demandées souvent sur leur forum. Pas qu'on attend 5 à 10 ans pour les avoir. J'ai l'impression que tu passes souvent des commentaires différents. Il y en a. Et puis, même 3-4 ans plus tard, on attend toujours ce que ce soit implémenté. Donc, déjà, je dirais, il y a ça. Je pense que la solution miracle n'existe pas. Il n'y aura pas un logiciel qui fera tout. Donc, qu'est-ce que je souhaiterais avoir? Est-ce que tu regardes aussi tout ce qui est un peu tout ce qui est un peu OpenBeam? Oui, ouais, bien sûr. On a d'ailleurs beaucoup de projets qui le sont, hein, OpenBeam, on n'a pas le choix. Après, nous, en interne, on est passablement dirigé vers un éditeur. Mais par contre, tout ce qui est délivrable doivent être compatibles OpenBeam. Donc ça, c'est clair. Le problème, je dirais, si on prend un titre d'exemple, Allplan pour l'armature, ça c'est un logiciel qu'on utilise pour l'armature 3D. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on part de notre logiciel de modélisation Revit, pour le nommer, et puis finalement on doit faire des exports. Et du moment qu'on fait un export, on casse le côté dynamique du modèle et on commence à l'armer dans une image à un moment donné. Et ça, on aimerait vraiment éviter en fait à l'avenir, et c'est pour ça que là on est en train de rechercher des méthodes pour armer au sein de Revit, pour finalement garder le côté dynamique du coffrage et du projet, l'ouvrage en lui-même qui évolue avec l'armature. C'est tout ce qu'on peut essayer d'optimiser comme import-export en interne, on aimerait en tout cas essayer de le faire. Ouais, okay. Après, parfois ça voudrait dire utiliser une solution qui est peut-être pas optimum, qui est peut-être pas aussi rapide, aussi performant que notre solution, mais ça a des avantages dans le fait où tu n'as pas ces imports-exports à faire, tu sais que ce que tu vois là est toujours à jour par rapport aux modeleurs qui sont en train de modifier l'ouvrage, et que tu n'as pas systématiquement à faire des exports tous les 2-3 jours, etc. Ouais. Donc, ouais, voilà. Et puis, justement, un petit peu par rapport au thème qui t'intéresse spécialement en ce moment, tu peux nous dire un petit peu quels sont les domaines que tu trouves prometteurs ou bien porteurs par rapport aux besoins, aux cas d'usage actuellement? Alors, si je dois parler de mes propres priorités aujourd'hui, c'est justement pas diriger logiciel. Donc, je ne peux pas vraiment répondre du coup à ta question dans ce sens-là, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on peut favoriser l'implémentation au sein de nos équipes, comment est-ce qu'on peut casser les silos qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente pour la communication, la collaboration, et puis finalement, nous on est une entreprise où on a des bureaux dispatchés un peu partout, et sur nos projets, on essaie de collaborer avec plusieurs bureaux à la fois. Et chaque bureau a ses propres méthodes. Et on voit que, en bossant au sein d'un même modèle, c'est pas possible d'avoir ses propres méthodes et qu'on doit être structuré de la même façon. Et du coup, ça, c'est un immense challenge pour les 1200 employés qu'on est, parce que on a 30 entités différentes. Et il faut essayer de trouver une harmonisation, une structuration qui joue pour les 30, désolé. Parce que potentiellement, ils peuvent travailler, collaborer tous ensemble sur un même projet. Pas en même temps, mais... Donc, et ça, c'est vraiment, vraiment je dirais le challenge. C'est essayer de trouver un terrain d'entente pour tout le monde et puis satisfaire la plupart des gens et puis favoriser cette transition. On ne peut plus travailler, en tout cas dans une entreprise comme la nôtre, on ne peut plus travailler dans les silos. C'est pas possible. Et du coup, tout ce qui doit être structuré doit être fait au niveau de l'entreprise et puis pas au niveau des entités qui sont en dessous. Donc ça, je dirais, ça a un grand changement par rapport au passé où on voulait peut-être donner beaucoup de liberté à chaque entité. Et là, on voit qu'on ne peut pas continuer en fait ainsi. Du coup, on doit venir plus haut et puis structurer l'entreprise et les méthodes de travail depuis au-dessus. T'as des pistes alors? Des pistes pour justement pour ces thèmes-là, pour casser ces silos, justement. En fait. Ouais.
Communication. Ouais, alors, premièrement, ça doit être vu et compris par la direction. Depuis 6 ans, on est plusieurs à avoir essayé, tenté depuis en dessous. Ça fonctionne pas. On s'épuise. Donc déjà, ça doit venir d'au-dessus. Il doit avoir une volonté à structurer et à harmoniser la société. Une fois que ça c'est fait, il faut bien sûr identifier les personnes clés, les rassembler et puis qui commencent à établir une stratégie. Et puis après, il faut être très rapidement ouvert à communiquer avec tout le monde. Et il faut, en tout cas nous, ce qu'on est en train de mettre en place là aujourd'hui, c'est d'avoir ce qu'on appelle des connecteurs. Donc une personne référent à chaque entité qui s'occupe que du BIM et toute l'info rentre et sort par cette personne. Et donc on établit des choses à un niveau stratégique, on travaille avec des équipes à un niveau tactique, et puis on les implémente à un niveau opérationnel à travers ces connecteurs qui sont dans chaque entité. Et c'est ces personnes qui amènent les nouveautés et qui, bien sûr, qui remontent aussi les choses qui doivent être changées en termes de process, en termes de workflow, etc. Et puis, qui sont les bons profils pour l'idée ces changements, justement? Est-ce qu'on arrive à sortir des profils ou finalement, comment a été fait le choix pour prendre ces personnes qui sont finalement des référents ou des connecteurs, on va dire? Ouais. Alors, au niveau des connecteurs, ça, c'est un rôle qui est, de ce que nous on a identifié, c'est un rôle qui est relativement complexe. Parce qu'il faut avoir des compétences dans à peu près tous les domaines. Donc il faut autant comprendre un peu les logiciels, il faut comprendre les besoins autant des modeleurs que les ingénieurs et que les chefs de projet. Il faut savoir communiquer, il faut aimer transmettre et il faut avoir aussi un côté vision et stratégique pour sa propre entité. Donc il faut avoir une palette relativement large et le profil doit être quelqu'un, je dirais, d'ouvert, qui aime innover, qui aime transmettre, qui sait structurer et qui a un côté un peu management aussi parce que on gère des personnes en dessous, on doit transmettre, donc on doit savoir comment transmettre. Et puis c'est des personnes qui s'intéressent vraiment en fait au projet et puis qui ont aussi un contact, je dirais, avec le client et qui analysent le besoin de leur propre marché, de leur entité. Il faut être curieux, quoi. Ouais. Mais ça suffit pas. Il faut être plus... Ok. Et comment cultiver alors justement cette... ça suffit pas, mais il faut être curieux. Et tu disais juste avant qu'il faut justement s'intéresser un peu dans beaucoup de choses. Mais comment cultive cette partie, cette curiosité? En promouvant la chose, il faut être ouvert avec les gens, il faut leur demander. Je pense qu'en fait, il faut juste considérer les gens. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut communiquer, il faut être ouvert avec eux. Déjà, les personnes doivent être au courant de un petit peu ce qui se passe dans la société, ce qui sort comme projet, un petit peu la direction que la direction veut le prendre comme stratégie. Et donc, c'est des gens qui doivent se sentir compris, impliqués dans la société et entendus, écoutés. Et il faut pas négliger, je pense, que c'est ce que ces personnes peuvent amener à l'entreprise. Et essayer de toujours les écouter. Ça ne veut pas forcément dire exécuter ce qu'ils proposent, mais les écouter et puis, comme on a dit avant, valoriser, quoi. Si tu étais à notre place, quelle serait la question que tu te poserais à laquelle on n'a pas pensé? Ouf. Ça, c'est une très bonne question. Ça allait dur à répondre, celle-là. Je sais pas quel éditeur de logiciel est-ce que je préfère. Je sais pas. Alors quel éditeur alors? Eh ben justement, j'en ai pas. non, nous on a été, je dirais, cultivés dans l'environnement Autodesk. Je pense que c'est pas forcément la solution idéale pour tout, c'est sûr. Mais pour nous, on voit
qu'aujourd'hui, ça laisse la porte ouverte à pas mal de cas d'usage et de solutions. Mais c'est pas la réponse à tout, c'est sûr. Je pense que je me cacherai pas dans un seul éditeur. Est-ce que tu as un thème encore que tu voudrais apporter ou aborder avec nous? Alors, un thème, je dis, il n'y a rien qui me vient là tout de suite à l'esprit. Ah si, peut-être. Ouais. On a parlé tout à l'heure de qu'est-ce qu'on aimerait ou qu'est-ce qu'on fait au sein de l'entreprise dans les années qui viennent. On a parlé un peu d'innovation. Il y a une chose qu'on a démarré cet été. On voit que de plus en plus sur le marché, il y a des clients qui demandent une certaine certification Building Smart, etc. pour les personnes travaillant sur le projet. On voit que c'est quelque chose qui grandit de plus en plus. Et puis, nous, on a mis en place en interne, en fait, ces cours. On a été certifié par Building Smart, puis on met ça en place en interne. Je ne fais pas de la pub ici, mais on va l'ouvrir aux externes l'année prochaine, notamment pour nos clients. Mais là où je veux en venir, c'est que de monter cette formation de 2 jours en interne théorique et de la donner en fait en interne avec des exemples de nos propres projets qui touchent vraiment en fait nos employés. C'est pas que de la pure théorie. Ils voient finalement ce que l'entreprise fait et ils se disent ah oui en fait on le fait. Ou si on le fait pas, lui juste à côté, mon collègue il le fait. Donc en fait c'est présent. C'est là aujourd'hui on doit s'y mettre. Et je dirais pour les entreprises qui peuvent se permettre de le faire, je pense que c'est vraiment une plus-value en interne. De pouvoir mettre en place un peu cette formation et de transmettre sur le long terme et de l'adapter à leurs besoins. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, ceux qui vont des cours aujourd'hui en externe, mais je pense que si une entreprise est assez grande et voit la valorisation là-dedans, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Ouais. Est-ce que tu as un sujet qui te passionne, qui t'intéresse spécialement en ce moment? Que ce soit autre que le travail, autre que le rôle de papa. Exact, vas-y. La rénovation de ma maison. Ok. Voilà, à titre d'exemple, donc on l'a acheté en 2020 et puis je voulais montrer un petit peu à les collègues à l'époque ce qu'on pouvait faire et puis je l'ai entièrement scanné, entièrement modélisé. J'ai modélisé même les luminaires, même les placos, comment est-ce que j'allais déposer le fermacelle, le placo, même la structure portante, des faux plafonds. Et puis, j'ai moi-même sorti mes métrés. Et puis, j'étais au magasin avec ma liste de métrés. Et puis voilà. Et même comment on allait disposer le carrelage, j'ai mis ma femme en VR pour choisir le type de carrelage, le patchwork qu'on allait faire, etc. On a modélisé la cuisine. J'ai envoyé le modèle, l'IFC à l'entreprise qui ont construit la cuisine. Enfin, voilà, donc, ok, d'accord. Ouais. Le BIM n'a pas de taille, c'est-à-dire on ne doit pas s'attendre à avoir un grand projet des CFF pour s'y mettre. On peut le faire sur sa propre maison. T'as su des tutos de rénovation ou même pas? Non, même pas. J'ai de la chance, c'est inné. Est-ce que tu as des recommandations de documents, de chaînes YouTube ou autres sources, podcasts, etc. pour nos auditeurs? Alors, les traditionnels, c'est-à-dire les normes ISO, en digital, CRB, c'est clair que là, toutes ces entités-là, on en a besoin en Suisse. La SIA. Ceci dit, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais que la norme 2051 de la SIA va être remplacée par les normes ISO, va être entièrement annulée. Mais... Alors, la 2051, ce qu'on a appris effectivement, c'est qu'elle va être retirée. Oui. Et puis en fait, à la place, il semblerait, un document qui ferait un peu une bonne pratique ou une implémentation des normes ISO 19650, enfin la série de normes ISO 19650, 1 à 6 maintenant. Enfin, la 6 est en cours. Pour justement une bonne application pour la Suisse de ces normes. Ouais, donc on voit finalement là, ce qui se passe, c'est que on s'uniformise autour d'une seule entité, un seul standard. Donc ça c'est bien, une seule norme. Donc il y a ces normes-là. Restez curieux sur Internet, LinkedIn. J'ai pas de personnes que je suis en particulier. Il y en a plusieurs, mais finalement, je n'ai pas forcément les noms en tête. Mais je dirais d'essayer de s'abonner un petit peu à plusieurs chaînes, tout en gardant du recul.
Parce que c'est clair que ce qu'on voit sur ces sites, ça fait peur. ça fait peur. En quoi ça fait peur? Je dirais pas qu'on est à des années-lumière de pouvoir faire ce qu'on voit un petit peu sur certaines de ces chaînes. Mais c'est pas la norme. C'est pas la norme. Et je sais que Patrick Rideau a aussi souligné ça. Hein. Et il a raison. C'est pas la norme. Et on ne doit pas se perdre là-dedans non plus. Mais un jour, on y arrivera. Ce qu'on voit aujourd'hui, bien sûr, que ce qui nous paraît à des années-lumière, peut-être que dans 3, 4, 5 ans, peut-être que pour certaines entreprises, ça peut même être atteint à petite échelle dans 6 mois. C'est qu'une question finalement de compétences, oui, mais ça, du moment que quelqu'un l'a fait dans le monde, la compétence, on peut l'avoir. Donc c'est qu'une question finalement d'argent. Tu as un invité que tu aimerais voir dans l'épisode, dans un prochain épisode? Quelqu'un? Ouais, j'aimerais bien voir quelqu'un des CFF. Je sais pas si c'est prévu, mais eux, ils sont un petit peu les moteurs derrière tout ça. Ils ont l'investissement de la Confédération. J'aimerais bien. Ouais, ok. C'est imminent. Ok. On va pas dire oui, c'est évident. Non, mais c'est vrai, je veux dire, ils sont finalement les moteurs là derrière pour toute la Suisse. Donc, je pense qu'ils ont un rôle qui est très important à jouer. Et puis, pourquoi pas quelqu'un de Building Smart Suisse. Ok. Ouais. Ok, on va essayer de faire ce qu'on peut. Après tous ces thèmes traités aujourd'hui, si tu devais transmettre un message important à des gens qui souhaitent mieux comprendre le BIM ou mieux l'intégrer, on va dire, dans leurs tâches de tous les jours, ce serait quoi? Alors là, je m'adresse peut-être plutôt du coup au management, la direction des entreprises. Allez à des conférences. Allez à des forums, renseignez-vous, parce que finalement, vous êtes autant le moteur que les mêmes personnes qui peuvent bloquer l'implémentation. Donc oui, envoyer des personnes qui sont intéressées, des modeleurs, des coordinateurs à ces conférences, c'est bien, il y en a besoin, et il y en aura toujours besoin, mais ça ne va pas suffire. Il faut que finalement la direction, on parle de l'innovation et l'implémentation du BIM, ça chamboule le business plan. Donc, finalement, ça touche à la direction. Ils doivent aller se rendre à ces conférences. Une fois qu'ils ont compris le degré de l'importance, etc., ils peuvent se retirer puis envoyer ensuite les autres personnes. Mais ils doivent être présents à ces conférences. Donc, allez-y, informez-vous, soyez ouverts. Et finalement, si vous ne le faites pas, c'est un risque. C'est un risque pour l'existence de votre métier au sein de votre entreprise, quelque part. Ouais. Donc, voilà. Ok. Je vais te proposer un petit jeu, ça s'appelle le jeu du portrait chinois. Je ne sais pas si tu connais un peu. Non. Ok. En gros, c'est des petites questions très courtes et je dois répondre très rapidement. Tac. Ok. Préfères-tu la Suisse ou l'Angleterre? La Suisse. J'ai dû réfléchir. Ouais, le français ou l'anglais? L'anglais. Anglais? Ouais. Pourquoi? Parce que non, c'est une langue universelle pour communiquer. Ouais. Préfères-tu plutôt le livre papier ou numérique? Papier. Papier. Pas d'un point de vue écologique, mais juste que j'aime quand même bien le toucher. Ouais, ok. Des cours en présentiel ou webinaire? Ça dépend le cours. Là, je peux pas répondre du tac au tac, malheureusement. Je dirais présentiel, quand même. Le côté humain, il est important. Ok. Plutôt thé ou café? Thé. J'ai arrêté le café il y a 2 ans. Ok. tu revenais plus anglais, quoi. Ouais, voilà. je le bois comme ça. Open BIM ou close BIM? Joker. Okay. Ton meilleur moment... Non, je peux répondre à ça. Vas-y. En interne, pour optimiser un maximum, et je dirais le close BIM, mais finalement sur le marché, on n'a pas le choix, il faut être open BIM. Ouais. C'est clair. Les livrables doivent l'être, on doit être open BIM compatible si on veut bien. Mais si on regarde qu'un côté entreprise, flux de travail, optimisation, si on peut faire le plus de choses qu'on peut faire en close BIM, j'estime le mieux c'est. Ok. Et ton meilleur moment de la journée?
Le soir. Le soir. Apéro, quoi. Après le travail. Ouais, même pas forcément apéro, mais temps libre. Ouais, ok. Bah, merci Jacques pour cette belle conversation. Et merci pour l'accueil de vos locaux. Merci à vous. J'espère Merci à bientôt. Et très certainement à bientôt. Ouais. À bientôt. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cette conversation constructive. On espère qu'elle t'a été instructive et on se revoit bientôt pour le prochain épisode. Si entre-temps tu souhaites soutenir le projet, n'hésite pas à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous contacter pour nous proposer des thèmes, des invités ou nous indiquer ce qui pourrait être amélioré pour la suite de ces épisodes. Belle journée, à bientôt!